Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Antoine, traducteur et scénariste québécois de nombreuses séries et livres, dont Léo Major, La longue nuit du fantôme borgne, publié ces jours-ci chez Glénat. Bonjour Frédéric Antoine. Et bonjour Jean-Dominique. Bonsoir devrais-je dire, parce que je te parle alors que tu vis au Japon. Donc tu vis dans le futur, Frédéric. Et c'est ce que je dis toujours aux autres. Ouais. À chaque fois que j'ai le Québec en ligne, je dis toujours je vis dans votre futur. Et Oui, dis-moi, tout à fait. est-ce que c'est la fin du monde au bout de l'horizon chez vous ou tout va bien là? Non, tout va bien. Ah, excellent, excellent. Ben Non, écoute, c'est tranquille. C'est une petite vie bien tranquille. Je suis dans une petite ville à côté de Kyoto et c'est très très relax. C'est très reposant. et tu manges bien, évidemment. Ah bah là, c'est sûr, ça fait partie du jeu, ça. J'entends le sourire dans ta voix, mon Ah bah salaud. oui, bah oui, c'est clair. Alors, Frédéric, je te reçois au balado, évidemment, pour parler en général de ta carrière de scénariste en bande dessinée, de traducteur. Ça fait quand même de nombreuses années qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Je t'ai interviewé à Tout à plusieurs fait. reprises. Et donc, et plus particulièrement, on va aussi se pencher sur une nouveauté. Donc, le livre Léo Major, La longue nuit du fantôme borgne, qui est paru dernièrement aux éditions Glénat. Un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Euh, mais voilà, tout d'abord, je voulais prendre de tes nouvelles. Scénariste québécois qui vit à l'étranger. Alors, je sais bien que maintenant, avec Internet, tout est possible. Mais dis-moi, est-ce que tu t'ennuies du Québec? Ah, de temps en temps, oui, quand même. Hmm. Oui, quand même. Bah, il y a toujours un petit peu la surprise ici de découvrir des choses, là, ça compense. Mais oui, de temps en temps, quand je reviens au Québec pour quelques mois en été, c'est toujours agréable de le retrouver, de retrouver les amis, de retrouver une certaine ambiance, de retrouver aussi la communication qui est quand même plus simple quand elle est dans ta langue que quand elle est dans une autre langue. Je parle pas vraiment japonais, donc je manque un peu de social et tu me connais, je suis très social, Oui, légèrement social, légèrement. dirons-nous, Fred. Alors, Mais sinon, pour le travail, en fait, ça change pas grand-chose. Si je dois donner un exemple concret, c'est ma collaboration avec Johan qui perdure depuis un bon moment, Johan Morin pour Biodôme. Lui est à Québec, moi je suis à Montréal et en fin de compte, on se rencontre très peu souvent et on travaille beaucoup juste par en s'envoyant nos textes et nos planches et en discutant par le biais d'Internet. il faut dire aussi qu'avec Johan, vous réalisez à l'occasion la double page de jeu dans le journal Spirou, là, quand même. Oui, ça c'est ma petite victoire, ça. Ah ben oui, quand même, c'est pas banal. D'ailleurs, vous avez une très, très belle chimie de travail. Quand on lit Biodôme, euh, je veux dire, la série est bien campée, ça roule. C'est une très, très belle série jeunesse. D'ailleurs, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs qui cherchent à associer ton nom à des séries, ben, parlons de Jimmy Tornado, dessiné par Jean-François Vachon, Biodôme, qui a fait l'objet d'albums et qui maintenant est exclusivement publié dans la revue jeunesse Les Petits Débrouillards. Tu as été le scénariste d'El Spectro. Tout à Mon fait. Dieu, il y a déjà quand même plus de... pas loin de 15 ans, là, quand même. Oui, ça fait 2010 à peu près. Ouais, ouais, quand même, hein, le temps file. Euh, Ouais, tu, tu as maison. signé avec Voro Un espion de trop. Euh, L'espion de trop. L'espion de trop, oui. Euh, un super album que j'ai relu en amont de cette entrevue et que j'ai encore toujours eu un immense plaisir à lire. Et Ah, ça fait donc, plaisir, merci. oui, et donc, des scénaristes de bande dessinée au Québec, il y en a de plus en plus, mais vous n'êtes quand même pas légion, là. Parce que ce qui est particulier au Québec, c'est que souvent, les illustratrices et les illustrateurs
se charge en fait de la scénarisation également. C'est beaucoup des projets solo. Alors que là, toi, tu es j'oserais même dire dans le terme classique, tu es vraiment un scénariste de bande dessinée. Euh, c'est comment, euh, c'est comment d'évoluer dans un marché québécois alors que, comme je le dis, euh, vous êtes une douzaine, une quinzaine, tout au plus, de scénaristes au Québec là, à signer des livres. Alors, c'est comment d'évoluer dans un marché comme ça, comme celui du Québec? Ouais, je te dirais que basiquement, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai quand même la chance d'avoir Biodôme avec laquelle j'ai presque commencé. C'est presque ma BD de départ avec El Spectro. Et elle continue à durer et elle est dans un magazine. Donc, si elle est dans un magazine, elle a, en fait, pour moi, elle est rentable. Elle est régulière. Et il y Mhm. a un apport financier régulier. Donc ça, déjà, c'est très pratique. Après, Après, c'est vrai, tu dis qu'on n'est pas beaucoup. C'est vrai que je fais partie probablement d'une vague dans les années 2010 où il y avait beaucoup de personnes qui faisaient leur propre BD. C'était l'explosion de la BD québécoise. Elle avait déjà commencé avant, mais là, elle explosait vraiment. Et c'est vrai que j'étais un des seuls scénaristes à cette époque-là qui pouvait prétendre être uniquement scénariste. Sinon, il y avait toujours un side à côté. Les gens avaient Mhm. toujours un autre boulot à côté. Et, euh, et, et là, ben, c'est ça. En fait, je fais mon bonhomme de chemin selon les projets que je veux faire. C'est vrai que je pourrais être beaucoup plus prolifique en bande dessinée, mais à côté, je fais aussi de la traduction qui prend quand même du temps et là qui assure aussi un certain apport financier parce que la bande dessinée n'est quand même pas le métier le plus payant au monde. Donc, il faut que nos albums marchent, il faut que l'avance soit suffisante. C'est toujours ça à penser, mais par contre, la passion est quand même toujours là. C'est ça qu'il faut pas perdre. Ah non, et on le sent bien, en tout cas, à la lecture de Léo Major, à quel point ben, tu as fait tes classes, là. Donc, tu es vraiment moi, je te considère comme un scénariste solidement campé. Je veux dire, Merci. on traverse Léo Major, je dirais pas en claquant des doigts, mais avec je veux dire, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de fluidité, en fait. Ben, c'était l'essentiel. C'était l'essentiel. Il fallait que ce soit fluide, il fallait pas que ce soit trop didactique. Il Mhm. fallait pas que ce soit une fiction totale où, à un moment donné, c'est quasiment, comme on dit souvent, un Rambo québécois et qu'il le prouve visuellement. Il fallait que l'album, en fait, pour moi, ça a été quand même un challenge. L'espion de trop a déjà été un challenge parce que c'était ma première incursion dans l'historique. Mhm. Et je me retrouvais avec un fait divers sur lequel il fallait broder. Avec Léo Major, il y avait plus de stock, mais il fallait tout lier, il fallait faire des choix de narration, il fallait, et il fallait faire en sorte que le récit soit agréable à la lecture, qu'on y apprenne des choses, qu'on n'idéalise pas trop le personnage, mais qu'en même temps on montre la particularité de ce personnage. En fait, j'utilise le mot tentative de faire un bon album et tentative de faire une un bon récit sur un personnage qui a réellement existé et qui est lui-même plus grand que nature, mais en même temps, ça, c'est très spécial. Il est plus grand que nature, fallait le ramener un petit peu plus bas, mais en même temps jouer de la fiction, puis en même temps en faire un personnage quand même qui mène l'album. C'était tout un travail au niveau scénario. J'avais mon plan, en fait, le plan était simple, hein, on suit les exploits de Léo Major. Le plan était simple, mais il fallait vraiment broder autour en même temps. Ce qui était super intéressant, c'est justement donner aussi cette vision de la Seconde Guerre mondiale, quelque part un peu ma vision. Euh, Au terme des recherches, tu trouves aussi plein d'anecdotes à rajouter. Tu te dis lesquelles je vais prendre, lesquelles sont pertinentes à rajouter dans une histoire de Léo Major ou lesquelles je garde pour un autre récit plus tard de Seconde Guerre mondiale. Comme le fait de peindre sur les bombes Joyeuse Pâques Hitler. Bon, ben, en faisant des recherches, j'étais tombé sur cette photo de deux soldats américains en train de faire ça. Je me suis dit, mais c'est génial de rajouter ça, il faut que je le fasse.
Et j'ai lu aussi beaucoup, j'ai lu des ouvrages comme comment il s'appelle déjà? J'ai survécu au débarquement. C'était Germain No. C'est ses petites nièces qui ont écrit sa biographie. C'était rempli de petites anecdotes. Et puis contacter le musée du régiment de la Chaudière à Lévis pour récupérer encore d'autres anecdotes. C'était un travail incroyable et toujours, toujours passionnant. Ben, d'ailleurs, parlons-en de Léo Major, un héros québécois de la Deuxième Guerre mondiale. Comment est né le projet? Parce que ça fait des années que tu travailles là-dessus. Moi, je me souviens d'une entrevue que tu m'avais accordée en 2021, en pleine pandémie, dans le cadre du Festival de bande dessinée de Prévost, alors qu'on faisait ça à distance, l'entrevue. Tu travaillais déjà sur Léo Major à cette époque-là. Donc, comment est né ce projet-là, Fred? Ah oui, c'est vrai que ça date un peu. Ben, en fait, le projet est né à la suite de L'Espion de trop. J'avais fait, ben, avec toutes les recherches que j'avais fait, j'avais trouvé plein de voies de nouvelles histoires entre les camps de prisonniers allemands dans le coin de Sherbrooke, un autre espion à Ottawa qui en fin de compte faisait rien du tout pour les Allemands et jouait au ping-pong avec les aviateurs, qui était de passage dans un hôtel. J'ai vraiment découvert plein de choses incroyables. Et je suis tombé sur ce fameux Léo Major, qui n'était pas tombé dans mon radar avant, et qui là, en faisant mes recherches, j'ai découvert un petit peu de son parcours et ses exploits. Et j'en ai parlé chez Glénat Québec, chez qui donc je venais de faire L'Espion de trop. Et à ce moment-là, Christian Chevrier et l'équipe de Glénat Québec voulaient faire quelque chose aussi sur Léo Major. Donc finalement, c'est comme si on arrivait tous les deux dans la même pièce et puis qu'on s'était dit, bon ben voilà, on part avec ça maintenant. Donc l'origine, c'est ça. Après, on a signé le contrat, on l'a signé avec un dessinateur français euh, qui, euh, qui a mis un petit peu de temps pour faire les premières pages et se lancer dans le projet. Moi-même, de mon côté, j'avais fait le scénario, j'avais pris un petit peu plus de temps que prévu, mais on avait du temps parce qu'on voulait qu'il soit prêt à une certaine date de commémoration, je ne sais plus laquelle exactement, mais je pense que c'était la commémoration de Zool. Zool, la ville qu'il a libérée. Mhm. Donc on avait un petit peu de temps. On a tardé, mais là, le dessinateur a rien donné. Donc il a fallu qu'on annule, il s'est désisté, il a fallu en chercher un autre. Est-ce qu'on continue quand même le projet ou pas? Donc beaucoup de questionnements. Puis finalement, l'éditeur a trouvé Dante Ginevra et puis on a pu relancer le projet. Là, il a fallu que je fasse une réécriture. On avait prévu en album classique 50 pages. J'ai refait une écriture pour que ce soit un petit peu plus dans un ton roman graphique et qu'on ait là 80 pages. Ce qui est Voilà, voilà particulier, d'où est parti OK, le. parce que ce qui est particulier, c'est que le rapport en tout cas, que le Québec entretient et que l'Amérique du Nord a longtemps entretenu avec la Seconde Guerre mondiale, et la première d'ailleurs aussi, c'est que c'est une guerre lointaine. Au niveau du territoire, hein, on n'était pas collé dessus. Totalement, oui, oui. Et ce qui est particulier, c'est que toi, tes parents sont des enfants de la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est marrant, tu es le premier à le souligner. Oui, oui, tout à fait. Alors donc, c'est particulier parce que là, la perspective, tout à coup, elle est beaucoup plus intime et directe en quelque part. Ben, moi, j'ai vécu dans les histoires de Seconde Guerre mondiale, j'ai vécu dans les films de Seconde Guerre mondiale, autant les films américains que les films français, que les films dramatiques, que les comédies, genre La Grande Vadrouille. Ça faisait partie. Bah oui, mais c'est ça Oui. qui est incroyable. On avait plein de styles de films, on Le a spectre est baigné assez large. là-dedans. Hein? Ah, le spectre est super large, il est super large. Entre le vieux fusil, puis, puis la Ouais. grande vadrouille, le spectre est large. Et ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que ma mère m'avait raconté des choses. Elle est née en 40. Et elle n'est pas née dans sa ville d'origine parce qu'ils avaient dû quitter la ville d'origine. Donc sa mère avait quitté la ville d'origine enceinte. Donc c'était les fameux exodes de bord de route, là. Ah oui, oui, Et oui, ils oui, étaient oui. allés dans une autre ville plus loin, et c'est là qu'elle a mis au monde ma mère. Donc, on a plein de petites histoires comme ça. Ils habitaient dans le nord de la France, ils étaient pas loin de la Belgique.
Euh, et effectivement, je vais te dire, la Seconde Guerre mondiale, oui, ça faisait. Moi, je regardais à la télévision, genre les têtes brûlées avec Papy Boynton. Je faisais des maquettes quand j'étais gamin. Je faisais des maquettes. Je faisais toujours le Corsair, le Zéro, et puis des blindés de Seconde Guerre mondiale. J'avais des petits bonhommes pour jouer avec, des petits bonhommes qu'on met dans les dioramas justement. Mais nous, on jouait avec ça. On faisait des reconstitutions de films de guerre. Donc oui, ça a toujours un petit peu fait partie de ma vie. Puis ce qui est curieux, alors j'ai redoublé ma terminale en France, mais c'était pas grave, j'avais 1 an d'avance. Donc je Bon, retombais dans le. Ça va, bon, c'était un coup ouais, pour rien. ça s'annule. Mais, mais ça s'annule. Mais en faisant 2 fois la terminale, j'ai donc 2 fois refait le cursus au niveau du cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de. Ça m'a imprégné. Ça m'a vraiment marqué. Je trouvais ça fabuleux, ce qui s'était passé pendant ces années-là. Et puis, et petit à petit, ce qu'on découvre et ce qu'on ouvre, et que avant on avait une vision très bilatérale. Et Hum. puis, petit à petit, on a ouvert des dossiers, on a découvert d'autres choses. Les Américains, ne sont plus aussi sauveurs qu'ils l'étaient à une certaine époque. Maintenant, on regarde aussi les soldats allemands comme des humains, comme Hum. des hommes qui étaient en guerre. C'est super intéressant. Donc, j'ai continué à suivre tout ça. Et la Seconde Guerre mondiale a toujours été quelque chose d'intéressant. Et je l'ai découvert d'une autre façon en étant au Québec, où là, j'ai découvert la Seconde Guerre mondiale, mais de loin. Et ce qui est super intéressant, surtout dans le personnage, dans la psychologie de Léo Major. Évidemment, en lisant Léo Major, j'ai eu une pensée émue pour mon grand-père maternel qui, lui, est allé combattre au front durant la Deuxième Guerre mondiale et qui en est revenu blessé et donc paralysé du côté droit. Et Euh, Moi, j'avais une fascination quand j'étais jeune parce que mon grand-père a dû tout réapprendre à faire du côté gauche, de la main gauche. C'est l'homme le plus drôle que j'ai côtoyé de ma vie. C'était un, C'était un grand sensible, mais il ne parlait pas de la guerre. Et moi, j'étais un jeune têtu et je lui posais des questions, mais il ne fallait pas parler de la guerre. Et des fois, mon grand-père avait la visite d'anciens collègues aux côtés de qui il a combattu, et c'était des hommes vraiment étranges, de ma perspective de jeune enfant. Et, euh, et Léon Major nous rappelle, en fait, à la lecture que, puis c'est encore le cas aujourd'hui, on n'a qu'à penser à l'Ukraine. Qui va combattre au front? Est-ce que c'est des militaires d'expérience? Ben non, c'est des kidams, c'est des ouvriers, des ouvrières, des gens du peuple. Et c'est ça qui m'a touché dans Léo Major, c'est que alors que tu avais tous les éléments pour en faire une espèce, comme tu l'as dit tantôt, un Rambo ou un Jack Bauer de la fameuse série 24, là, où c'est vraiment, on passe de rebondissement en rebondissement, il y a d'abord dans Léo Major un homme qui ne glorifie pas la violence, un homme qui comprend les paramètres de la guerre et qui a rien de manichéen ni de spectaculaire là-dedans. En fait, que face à lui, ce sont des humains. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un moment où il y a, il y a, il y a une tentative de peloton d'exécution et Major dit non, non, on les a capturés, là, on n'a pas besoin de les abattre, ces hommes-là. On n'a pas besoin de les tuer, on a fait notre travail. là, tu soulignes une bonne chose, justement, c'est ce que je dis souvent. On a fait notre travail. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle de Léo Major. Ah oui, mais il a fait ci, il a fait ça. Pourquoi il a... Oui, mais ce gars-là est parti à la guerre pour faire son travail. Il a été formé pendant des années, que ce soit à Valcartier, que ce soit en Angleterre. Il a été formé pour être prêt à aller en Europe et délivrer le pays. Mais délivrer le pays, ça ne voulait pas dire je vais lâcher mon fou et commencer à tirer sur tout le monde, etc. Non, c'était un boulot de militaire. Dieu sait que son boulot, il l'a fait de façon admirable parce que, et c'est d'autant plus intéressant,
de la manière dont tu abordes Léo Major, que tu le replaces dans l'histoire, mais que tu le replaces dans l'histoire avec un grand H, mais aussi dans sa propre humanité, parce que ces faits d'armes, quels sont-ils? Je pense qu'on peut en parler. En fait, il a libéré un village à lui seul. Alors évidemment, quand on a une Une vague... ville, une ville. Une ville. C'était même pas un village. Alors, quand on a peu d'informations sur Léo Major, l'image qu'on s'en fait, c'est l'image d'un espèce de Rambo, de Daredevil, de quelqu'un qui débarque euh, et qui fait un truc spectaculaire. Mais dans le fond, c'est spectaculaire ce que Major fait. Mais il le fait parce qu'il doit le faire. Il le fait pas pour l'aspect spectaculaire. Il le fait pas pour sa légende personnelle. Il le fait parce que fait ce que doit. C'est sûr que de toute façon, tu pouvais pas travailler pour ta légende personnelle parce que ta légende personnelle, quand tu étais là-bas, tu savais très bien qu'elle pouvait s'arrêter le lendemain. Non, c'est sûr, mais Frédéric, tu conviendras Donc, que dans le cinéma américain, quand on écoute des navets sur la Deuxième Guerre mondiale, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit des espèces de héros filiformes, unidimensionnels qui travaillent qu'à leur gloire personnelle. avec la mitrailleuse sur l'épaule. Oui, oui, et le cigare au bord de la bouche, là. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ce qu'on voit justement, on va dire le film d'action de guerre et le film de guerre lui-même. Ouais. Et avec Léo Major, c'est sûr que à chaque fois qu'il a fait ses exploits, c'est parce que il était là. Il était présent, il était là. Son exploit de récupérer les prisonniers, c'est parce que finalement, on l'a envoyé chercher une escouade de petits jeunes, comme on les appelait, des zombies. Ouais. Et puis, il n'est pas tombé sur eux, il les a pas trouvés. Alors, faut le souligner, il les a jamais trouvés. Donc, sa mission de base n'a pas été réussie. Par contre, il a ramené des prisonniers allemands. En faisant croire, et là, Frédéric, il faut le dire, là, en faisant croire qu'il y avait des tireurs embusqués tout autour alors qu'il était seul. Mais de toute façon, à chaque fois, ce gars-là, il partait très souvent tout seul. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est que son gradé avait confiance en lui quand même pour lui donner toutes ses missions un petit peu en solo. Et puis de toute façon, il fallait être furtif, donc vaut mieux être tout seul quand tu veux être furtif. Mais à chaque fois, c'est ça. Oui, il fait un exploit parce qu'il a été envoyé à cet endroit-là et puis qu'il a réussi à faire ça. Mais pour lui, c'est pas un exploit. C'est OK, j'ai réussi à faire ma mission ou j'ai réussi à faire quelque chose pour faire avancer la libération. Oui, il a fait son travail. Et c'est exactement, c'est pour ça que je le soulignais tantôt, Ouais. il a fait son travail. Ouais. Et tout à coup, ça amène une toute autre perspective sur la guerre en elle-même, mais aussi sur la trajectoire de ce Québécois-là durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'évidemment, on aurait pu traiter ce matériau-là de manière spectaculaire en bande dessinée. Dieu sait vous auriez très bien pu faire ça. Et alors là, pas du tout. En fait, c'est un héros profondément humaniste. Oui, tout à fait. Léo Ouais, ouais. Major. Ouais, ouais. Et moi, comme lecteur, ça m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, donc là, je vais te lancer des fleurs tout de suite, Fred. Là, c'est Vas-y, vraiment... juste avant de dormir, c'est parfait. Vas-y, Ouais, ouais. shoot. Alors, je dois te dire que je l'ai dit d'entrée de jeu, hein, tu es un scénariste aguerri et tu fais toujours de l'excellent travail. Et dans Léo Major, j'ai trouvé vraiment qu'au niveau, j'en reviens au sens du rythme, à la fluidité, au travail de transition. Il y a un travail de synthèse que tu as réussi à faire qui rend à la fois la lecture enlevante et touchante. On n'est jamais dans l'anecdotique, on n'est jamais dans des scènes transitoires qui servent absolument à rien, comme on voit trop souvent dans ce type de bande dessinée-là. C'est vraiment un travail admirable et je tiens à te féliciter. Bravo. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bien ficelé, ce scénario-là. Je te dirais que c'est trop d'honneur, c'est très gentil, merci. Mais en même temps, je t'avoue qu'avec le travail donné sur l'album, c'est super agréable d'entendre ça, quoi. Et parlons-en du travail, parce que là, évidemment, il y a un travail de recherche.
Oui. On se lève pas un matin en se disant, tiens, je vais raconter Léo Major en lisant 3 phrases sur Wikipédia. Là. Il y a vraiment un travail de fond, là, parce que beaucoup de détails, il y a vraiment beaucoup de choses qui rendent ton scénario vivant et sensible. Alors, de quel ordre était-il, ce travail de recherche-là, Fred? Alors, comme je t'ai dit, j'ai baigné un petit peu dans tous ces films-là, hein, que Mm. ce soit les films américains que les films français, mais qui traitaient de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dramatique, d'action ou toi. Donc, comme on parlait du spectre large, ça permet aussi justement, quand tu abordes un récit, de penser dans cet axe. L'espion de trop, par exemple, c'est, n'a pas été écrit de la même façon que Léo Major. Tu prends des choix, tu, 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 tu dois penser, bah, tu prends des choix, mais aussi le personnage, ce que tu veux raconter, te fait prendre des choix. Mm. Léo Major, oui, il y a eu beaucoup de recherches. En fait, on a déjà la base, hein. Il y a quand même maintenant pas mal de sites ou même une biographie sur Léo Major, donc qui m'ont aidé, qui m'ont permis de vraiment structurer un petit peu qu'est-ce qu'il a fait dans l'ensemble de son parcours depuis sa naissance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et même après, hein, j'ai quand même lu aussi sur ce qu'il a fait pendant la guerre de Corée. Ouais. Après c'était aussi, j'allais dire, je me suis amusé, oui, presque, aussi à contre-vérifier. Ce que je voulais, c'était être exact, parce qu'à chaque fois, Léo Major, c'est spécial. Tu as d'abord ce que Léo Major a raconté une fois qu'il a délié sa langue, ce qu'il a raconté à sa famille, à sa femme et tout ça. Ça, avec pas mal d'années de différence. Donc, il y a du vrai, c'est sûr, mais il y a peut-être des inexactitudes de date, de moment. Il a peut-être fait ça plutôt après qu'avant. Donc, à partir de là, j'ai un exemple. Sur beaucoup de choses, on trouve que le bateau, c'est censé être le Strathmore. Mais en fait, en faisant ma recherche et grâce au musée du régiment de la Chaudière, en comparant les dates, on a réalisé que c'était le Stratheden, un autre bateau de croisière qui avait été comment là, je trouve Confisqué? pas oui, bah confisqué, oui, confisqué entre guillemets, mais qui avait été préparé pour amener justement les soldats Ouais. canadiens en Angleterre, enfin en Écosse d'abord, puis ensuite en Angleterre. Donc, c'est des bateaux de croisière. En fait, ils avaient tout viré, les tables, tout, et c'était rempli de soldats qui dormaient sur le pont, qui se dormaient dans le salon, sur leur lit de fortune. Et c'est ça. Donc ça, c'est un exemple flagrant de ah tiens, c'était pas le même bateau. Donc j'ai continué à chaque fois que j'avais un fait sur Léo Major, j'essayais de voir sur plusieurs sources si ce fait était bien concret dans sa date, dans son explication, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de me rapprocher encore plus du personnage et puis du contexte. Parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est raconter Léo Major, mais c'est aussi mettre le décor autour. Mhm. C'est super intéressant. Par exemple, refaire le débarquement, mais il fallait que ce soit plus succinct. On n'a pas du temps. Je dis toujours, on n'a pas le même temps que Steven Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais. Donc, en quelques pages, faire passer le message de ce qui était en train de se dérouler. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le texte de Roosevelt. C'est pour ça que les scènes, Ouais. je m'arrange pour que ce soit une scène avec Léo Major, mais qui donne quand même un aperçu général de ce qui s'est passé sur cette plage. L'amitié aussi, donc là on partait avec la fiction parce que à part que Willie Arsenault était son ami, j'avais pas d'autres indices, on n'a rien du tout sur Willie Arsenault. Donc ça m'a permis de mettre un personnage qui avait un petit peu d'humour, qui allait donc contrebalancer un petit peu Léo qui est plus statique. Euh, et puis en faisant tout ça, en réalisant aussi petit à petit que les raisons pourquoi Léo a pas raconté tout ça quand il est revenu, euh, les raisons qui font que ce gars-là essayait toujours de faire le mieux possible,
tout ça, c'est par rapport à son background, c'est par rapport à sa relation avec son père. Voilà. Je savais que tu allais y venir à un moment donné. Là, je t'ouvre la porte, vas-y. Oui, ben oui, ben voilà, moi, j'étais dans l'entrée, je piaffais d'impatience parce que le rapport au père, Léo Major se définit beaucoup, se construit beaucoup comme jeune homme dans son rapport conflictuel qu'il entretient avec son père, qu'il traite de vaurien, qu'il traite de voyou, qui lui dit ben voilà, tu rates tout ce que tu fais. Euh, dans quelle mesure on est dans le domaine de l'invention ou on est vraiment dans l'aspect factuel avec Léo Major ici dans le rapport du père? Alors, la maltraitance, oui. Les propos qu'il a tenus, oui, ça c'est clair, on le retrouve partout. Quand on cherche sur Léo Major, c'est un fait indéniable. Après, il a quitté assez vite le foyer pour aller travailler dans une ferme avant, chose dont j'ai pas parlé dans l'album parce qu'on n'avait pas assez de place pour ça. Euh, et il s'est détaché assez vite de la famille. Donc, il y avait vraiment un problème donc avec son père là-dessus. Et pourquoi son père le traitait de vaurien? À l'époque, comme on le souligne, on est quand même après le crash boursier. Oui, on est dans la Grande Dépression. Là. Ouais, ouais. On est dans la Grande Dépression, c'est pas facile. Qu'est-ce que font les gamins qui sortent, qui se retrouvent en petite bande dehors dans la rue, dans la rue ou dans les arrière-cours ou dans les ruelles? Ben, ils font peut-être les 400 coups, sans, sans réelle méchanceté, mais ils font peut-être les 400 coups. Il en faut peu pour qu'un père, à un moment donné, se dise moi, je suis en train de bosser, je fais ma vie, on essaie d'être une famille convenable, et toi, tu es en train d'envoyer des cailloux sur je sais pas, sur une vitre ou de faire une bêtise quelconque, de faire du boucan ou d'avoir volé quelqu'un. On ne sait pas. Des choses qu'en fin de compte, un enfant pourrait faire, Ben ouais. et qu'en plus, avec la Grande Dépression, est encore plus propice à faire. Moi, par exemple, quand j'étais gamin, une fois, j'avais pris un lance-pierre pour l'essayer, puis je tirais une pierre en l'air en me disant comme ça touchera rien. Mais ouais, mais elle est tombée où après? Donc, gamin, on fait des bêtises, c'est normal, ça fait partie de la vie d'un enfant. Et je pense que Léo a probablement dépassé un petit peu les bornes vis-à-vis de l'éducation du père. Et finalement, pour le père, il est devenu un petit voyou. Alors tout ça, c'est ma réflexion après par rapport à tout ça. Et je pense que là, c'est pas factuel, c'est vraiment moi qui l'ai senti de même. Je pense que Léo Major n'était pas vraiment un voyou et que son père l'a pris en grippe très vite à cause de ça. Et puis, s'ensuit la maltraitance, s'ensuit ce genre de choses, s'ensuit Léo qui n'aime pas l'autorité. En fait, je pense que c'est pas qu'il Ouais. n'aimait pas l'autorité, je pense qu'il n'aimait pas l'autorité illogique. Oui, parce qu'elle lui rappelle le père, elle lui rappelle son rapport au père. Exactement. Parce que si on regarde bien, quand je regarde les propos de Léo Major par rapport à certaines choses, il, il- il- il est contre l'autorité, mais de façon illogique. Il n'est pas en train de faire de quoi pour se mettre à dos ses gradés. Non, non, c'est pas ça du tout. Et la preuve, c'est qu'il a un très bon rapport avec le major Tachereau, qui a été son supérieur dans le régiment de la Chaudière. Et j'ai essayé de le faire transparaître dans l'album, et je l'ai senti quand j'ai fait mes recherches. Il avait un profond respect pour cet homme-là, et je pense que quelque part, pourquoi? Parce que l'homme lui laissait sa chance, avait vu son potentiel et lui donnait toute l'attitude à son potentiel, chose que n'a jamais fait son père finalement, parce qu'il ne l'a jamais vu parce que son père l'a vu sous son aspect de bêtise de jeunesse. Et son père n'a jamais su non plus ses faits d'armes à Léo Major. D'ailleurs, dans le livre, euh, il entretient une correspondance, et là, j'utilise les guillemets. Donc, il écrit à ses parents, mais on découvre qu'en fait, en cours d'album, il n'a jamais posté ces lettres-là, et même qu'à la fin, il les remettra pas là, lorsqu'il revient à la maison pour voir sa famille. En fait, il va brûler cette correspondance-là. Alors, et ça, est-ce que c'est une invention du scénariste ou c'est Oui, ça vraiment... c'est oui, oui. Ouais, Là on est dans la fiction. Il fallait quand même relever une petite dramaturgie ouais. psychologique, faire en sorte une certaine évolution du personnage. Donc on est parti un peu avec ça.
Mais c'est habile, Fred, parce que je me suis moi-même, comme lecteur, posé la question. Je me suis dit, est-ce un fait véridique ou une invention? Dans un cas comme dans l'autre, ça sert admirablement le récit. Et ça nous rappelle que traiter l'histoire de manière, à la manière d'un scénariste, c'est aussi ça. C'est de s'appuyer sur des faits, c'est de s'appuyer sur l'histoire, sur des témoignages, mais c'est aussi d'insuffler une certaine invention, justement, comme tu dis, pour tisser une dramaturgie. Bah, complètement, parce que sinon on aurait eu qu'un déroulé d'exploits sans vraiment mettre d'empathie sur le personnage. Alors, on est dans une époque où on veut toujours mettre de l'empathie sur n'importe quel personnage, que ce soit dans les romans, dans les BD ou dans les films. Et même mettre de l'empathie sur un personnage qui est absolument détestable ou autre. Il suffit de regarder le Joker, par exemple. Mm. Toute l'empathie qu'on essaie de mettre sur ce personnage qui est à la base, qui est un personnage, un antagoniste important et complètement déjanté de l'univers de Batman. Donc, Ah oui, c'est un psychopathe. c'est un psychopathe. Mais là, dans ce film-là, bon, bah, c'est ça. On aime beaucoup, comment dire, mettre des raisons sur des dérives. Donc là, ce qu'il fallait, c'était qu'on avait un personnage qui était déjà, comme je dis souvent, plus grand que nature, mais il fallait qu'on soit proche de lui. Il fallait montrer l'humain, il fallait montrer le fait que, ben, là, à un moment donné, justement, il dit, mais t'écris encore tes lettres, mais on te répond jamais. Donc c'est là où il commence à les garder parce qu'il se rend compte que c'est plus la peine de les envoyer. La preuve, de toute façon, en plus, quand il rentre, il a rien parlé, il a rien expliqué à ses parents. Son père a l'air de s'en foutre joyeusement. Sa mère est juste contente de le revoir, mais en même temps surprise parce que ben, on pensait que tu étais mort, il n'y avait plus de nouvelles. Mm. C'est très spécial. Et en plus, il revient dans un pays qui se moque royalement quelque part de ce qu'il a fait. On me demande souvent pourquoi Léo Major n'a jamais raconté. Moi, je pense que déjà il est revenu et chez lui, tout le monde s'en moquait. On savait qu'il y avait eu la guerre de l'autre côté, mais la guerre n'a pas touché le Canada. Elle n'est pas venue au Canada. Et en plus, beaucoup étaient partis, obligés de partir. Donc, comme tu disais toi-même, il racontait peu de choses, ton grand-père. Ben, rien du tout, en fait. Rien du tout en Absolument fait. pas. Moi, mon père ne raconte rien sur la guerre d'Algérie. Je le bassine de temps en temps, mais Ouais. et je pense que c'est exactement ça. C'est pas un cas isolé, Léo Major, de garder tout ça pour lui, de ne pas en parler. Je pense qu'à un moment donné, il y a un déclic et là, on s'ouvre un petit peu plus et on va en parler. Mais je pense que quand ils sont revenus, tous ces soldats, ouais, ils vont pas. Déjà, moi, je trouve que déjà le pays n'avait pas envie de savoir. C'est une guerre qui n'avait pas lieu sur leur territoire, elle avait lieu au loin. Deux, trois lignes, ça s'est bien passé, tu t'en es sorti, patati, patata, puis ça y est, on passait au reste. Là, ça y est, t'es revenu, retourne au champ, retourne au travail, trouve-toi une situation. Lui-même, quand il est arrivé, il fallait qu'il retrouve un boulot. Ben oui, forcément, il fallait reprendre le cours de sa vie et il fallait faire ça vite fait, là. Exactement. Et puis au début aussi, je le montre bien, Léo, il s'en va parce que c'est pas genre, ouais, ouais, moi je vais aller me battre. Non, c'est parce que quelque part, ben, ok, je vais avoir de l'argent, peut-être le prestige un petit peu de l'uniforme, puis je vais pas être à courir après des boulots journaliers que je n'arrive pas à obtenir. C'était, il y a eu la conscription, mais il y Mm. a aussi beaucoup de personnes qui sont parties parce qu'ils se sont dit, on va améliorer notre vie. Ben, Au moins, on aura surtout dans le contexte de la Grande Dépression, alors Et mais que. voilà, parce qu'il ne faut pas Oui. oublier, c'est le contexte de la Grande Dépression. Tu étais dehors, t'avais pas de quoi t'en sortir. Bon, ben, l'armée te donnait un toit, de Le jeter le l'argent, couvert, là. Tu sais, c'est le ça. gîte et le couvert. Ouais. Et c'était parfait. C'est très complexe. La finale de la bande dessinée Le Haut-Major laisse entrevoir la possibilité d'une suite. Encore là, je trouve ça très, très habile. Surtout la dernière case muette. Je ne veux pas trop en dévoiler pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais bon, évidemment,
On le sait, dans le marché actuel et depuis de nombreuses années, le marché de la bande dessinée, on se lance plus dans de longues séries parce qu'économiquement, ce n'est plus viable pour les éditeurs, pour les structures éditoriales en place. Donc, une fin ouverte, il y a donc une possibilité là, parce que comme tu l'as dit d'entrée de jeu, il est allé combattre en Corée aussi par la suite, Léo Tout à Major. fait. En fait, ils sont revenus le chercher. Ouais. C'est les mêmes. Ça revient encore sur le respect qu'il avait de son major et le major qui voyait son potentiel. C'est le major Tacho qui le rappelle en lui disant, bon, ben, on va avoir besoin de quelqu'un pour la guerre de Corée, on va avoir besoin de quelqu'un pour entraîner nos hommes. Et il vient rechercher Léo Major. Alors, ce qui détermine le potentiel de la suite, j'imagine que c'est les chiffres de vente, les chiffres de vente du premier livre. Là. Alors là, oui, parlons de ça, oui, en bande dessinée. Si on peut avoir un tome 2, il faut, et qui n'est pas prévu à la base dans un contrat, là on était juste prévu pour faire ce one-shot. Mm-hmm. Si on veut un tome 2 sur la guerre de Corée, il faut que les ventes soient bonnes. Donc il faut que les gens se ruent pour, pour acheter cet album. Et Ouais. aussi qu'on ait aussi un bon scénario, une bonne base là-dessus, parce que la guerre de Corée, c'est pas tous les exploits qu'il a fait de l'autre côté. Ce serait un récit assez différent. Et ben, évidemment, tu m'ouvres la porte. Ça se traduit en combien d'exemplaires vendus, un succès au Québec? Alors là, je vais te faire sourire, mais il y en a beaucoup qui peuvent répondre à cette question. Mais moi et les chiffres, on n'est pas super copains. Donc, Ah, ça, je vais c'est te dire, habile. C'est habile, Fred. non, 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 c'est même pas habile, c'est que je ne pourrais même pas te dire. Parce que j'entends des échos autant de l'Europe que du Québec. Je ne sais pas exactement. Et parfois même le succès peut être aussi un succès moyen peut-être au niveau des ventes, mais que tu sens qu'il y a un engouement. Donc on se dit, ben, on va faire le 2 quand même parce que le 2 va permettre après de relancer le 1. Oui, Moi, je en suis toujours, sachant. moi, je- Oui, moi, je oui, suis oui. beaucoup pour les diptyques. Hein. À la base, je suis beaucoup pour les diptyques. À partir du moment où on peut plus faire de séries à rallonge parce que c'est difficile d'en établir une. Moi, je vois certains auteurs, c'est surtout en Europe tout ça, hein, mais je vois certains auteurs, par exemple, la série Tango quand elle est sortie Hmm. de Mats et Xavier. Je pensais pas que ce truc-là allait durer. Ça allait peut-être faire 3 albums puis c'est tout. Et là, l'autre jour, je retombe dessus, je fais, mais ils n'arrêtent pas. Finalement, cette BD-là fonctionne, elle marche sur les traces de 13, qui est un gros vendeur. Et pour Léo Major, à la base, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un diptyque, parce que je pense qu'il y a des choses aussi à raconter sur la suite. Puis je pense que les gens veulent savoir. À partir du moment où on va savoir ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ben, on aimerait bien savoir un petit peu plus et savoir le reste. Donc, on va voir. Ça en pourparler avec l'éditeur. J'ai Je dois l'impression préparer. aussi. J'ai Vas-y. l'impression aussi que ça dépend beaucoup de l'engouement médiatique maintenant au Québec, ce qui est une nouvelle réalité là, dans le milieu de la bande dessinée quand même. Alors, l'engouement médiatique au Québec. Si tu sors un one-shot ou si tu sors un premier tome, on va parler de toi, éventuellement. Mais on va parler de toi quand même. Si tu sors en tome 2, parce que là, tu as lancé ta série, mais on va plus vraiment en parler. Moi, je l'ai vu avec Biodome quand j'ai sorti le premier tome. Euh, on a parlé du premier tome, nouvelle série BD jeunesse, tatati, tatata, etc. Bon, après le 2, 3, 4, 5, on en a pu parler. J'avais fait des radios, j'avais fait tout ça pour le premier tome. C'était une petite BD jeunesse. Mais dès que tu fais un 2, 3, 4, on en parle très peu. Alors par contre, il y a des succès qui fonctionnent et de temps en temps, on en reparle parce que ça, c'était en 2010, 2011, 2012. Ouais. Là maintenant, il y a des choses qui marchent. Et ce qui a ouvert la porte à ça, c'est quand même l'agent Jean, qui a Ouais. perduré et qui faisait qu'on parlait à chaque fois du nouvel agent Jean qui sortait quand même. Ouais. C'est magique. Ça a été magique. Après, ça dépend aussi de l'éditeur. Par exemple, Presse Aventure est très bien placé pour ce genre de choses. Ils savent très bien se débrouiller. L'aventure aux ors numéro 5, on va quand même s'arranger pour que quelqu'un en parle à un moment donné, ou du moins qu'il soit présenté quelque part. Ouais.
Si, si on a un éditeur qui joue un petit peu de timidité médiatique, bah oui, c'est sûr. Là, il va être présent en librairie, il va avoir les enfants qui vont vouloir le lire, c'est sûr. Il va faire son petit parcours, mais il n'aura pas d'impact. Ben, de toute façon, les tribunes fondent comme peau de chagrin là, au Québec. Heureusement qu'il reste encore la radio de Radio-Canada qui peut, à l'occasion, dans ses plateaux culturels et ses rares émissions littéraires, ils en parlent quand même. Heureusement qu'ils en parlent, la bande dessinée, parce que dans la presse écrite, il reste plus beaucoup d'espace, là. Ben non, et puis et c'est pourtant quelque chose qui, au même titre, bah, de toute façon, moi je le défends, c'est sûr, c'est mon travail, mais je le défends au même titre qu'un roman ou qu'un film, qu'une pièce de théâtre ou ce genre de choses. Il faut qu'il existe, puis il faut qu'on en parle. Il faut arrêter toujours de voir la bande dessinée comme un médium archi secondaire. Il a sa place Ouais, autant que les autres. Et pourtant, tu sais, quand tu vas dans une librairie, il y a beaucoup de BD quand même qui sont mises en avant et tout ça. Puis il faut pas oublier aussi qu'au Québec, on se bat aussi contre les nouveautés européennes. ah oui, qu'on se bat contre deux marchés, on se bat dans une moindre mesure Exactement. maintenant contre les Américains, parce que c'est un marché qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Euh, Parce que le lectorat se renouvelle pas. Je veux dire, les lecteurs de Mm. comics américains, je veux dire, sont faits, la démographie de ça, c'est des gars de nos âges, là. Tu sais, Oui. il n'y a pas un grand renouvellement, alors que le manga, par exemple, amène vraiment vent de fraîcheur au niveau du lectorat jeunesse qui s'enquiert avec raison de ce genre-là, tu sais, avec l'enthousiasme qu'on connaît. Mais c'est vrai Et qui, et qui lui aussi commence à avoir des petits problèmes parce qu'il y a eu il y a eu une levée incroyable, puis il ne redescend pas, mais là, il lève plus, il stagne aussi un petit peu. Il y a beaucoup de ventes de mangas, ça marche bien, mais il y a eu une levée à un moment donné, puis en partie à cause de la Covid. Là, tout le monde a voulu faire du manga, donc maintenant il y a une masse de traductions de manga incroyables où se perdent des éditeurs comme Kana, Kurokawa, etc. Ils sont perdus parce qu'il y a plein de nouveaux qui viennent se rajouter. Michel Lafon, qui avait jamais touché à ça, se on, retrouve à faire du manga aussi. C'était genre, bon, ben, on n'arrive pas à choper les ados. Ça, c'est un autre sujet aussi. Les ados, on me disait, ah, Léo Major, on espère que ça va toucher les ados. Je fais, ah, mais les ados, ils lisent du manga, Léo Major, et ils vont le voir sur un. S'ils sont intéressés par Léo Major, si quelqu'un leur dit cette BD est bien, je pense pas qu'un ado va passer et se dire, tiens, je veux cette BD. Il faut qu'il soit basiquement intéressé par le fait que ce soit de la Seconde Guerre mondiale, le fait que ce soit que ça parle de guerre, de nazis, de whatever. Euh, c'est pas évident le lectorat ado. Donc, Non, ben, ça prend un travail minimal de médiation, en tout cas de passation pour arriver à mettre ça entre les mains d'un jeune. Ça, c'est ah, clair. complètement. Ah, Et complètement. d'ailleurs, le livre est publié chez Glénat, hein. D'ailleurs, en couverture, on voit plus Glénat Québec, là. Donc, c'est donc dire que le livre est également sorti en Europe. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, pas encore. Pour l'instant, on a fait une sortie québécoise. Il est éventuellement prévu pour l'année prochaine. Ça dépend aussi parce que on a enlevé, si je me souviens bien, les explications de l'éditeur. euh, pour faciliter justement les échanges, ça s'appelle Glénat. Mhm. Parce que si on met Glénat Québec, il y a des lecteurs en Europe qui vont se dire ah c'est une BD québécoise et ça va peut-être pas les tenter. Non pas par rapport à la qualité, mais je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est très difficile le lectorat BD en Europe aussi. Ils ont leur goût, ils ont leur particularité, ils vont pas aller parfois ils vont pas aller chercher autre chose. Ben, c'est que Euh, en Europe, ils sont pas frappés par la production étrangère comme on l'est ici, parce qu'ici, on est à la convergence des cultures anglo-saxonnes, franco-belges, et en plus avec le manga traduit, alors que eux, je veux dire, bon, dans une certaine mesure, ils glorifient une certaine production américaine, là. Mais autrement, je veux dire, ils ont pas à se battre. En fait, en Europe,
ce que je comprends maintenant, c'est que avec plus de 8000 nouveautés annuellement, le milieu se bat contre lui-même là-bas. Oui, oui, puis il faut, oui, oui, exactement. Et puis il faut mettre toutes les billes de son côté. Donc moi par exemple là-dessus, je suis, comment, faut travailler le cover, faut travailler la composition justement sur le cover, faut travailler plein de choses, le format, le toucher, le papier, etc. Parce qu'il Ouais. faut, il faut attirer le lecteur. Et et donc je reprends avec les ados. Comment attirer un lecteur ado si c'est pas du manga? Parce qu'un lecteur ado n'est même pas intéressé à prendre les productions de Urban Comics ou ce genre de choses qui parlent de super-héros. On a beau avoir les super-héros à l'écran, ils en achètent pas. Non, ça intéresse. D'accord. Ouais, non, 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 ça intéresse Ça les très peu intéresse les pas. jeunes. Puis Ouais. exactement. Et basiquement, de toute façon, c'est la lecture aussi qui a un problème. Tu fais les salons avec moi de temps en temps. Là, tu le vois, tu vois très bien quand tu vas dans les écoles, les salons, etc. Les jeunes, il y a des jeunes qui lisent beaucoup. Les jeunes qui sont là, c'est sûr, c'est le salon du livre, c'est ceci, cela. Ces jeunes-là lisent. Mm. Ils lisent jusqu'à quoi? 13 ans? Puis là, d'un seul coup, hop, ça lit moins. Ou ça va lire que du manga. Ça va abandonner certaines affaires. Ils liront plus tu vas plus lire les Schtroumpfs. Tu vas plus lire même Astérix, ça va peut-être être délaissé. Et, Ouais. et là, tu as une période de creux, de gap, qu'on ne sait pas quoi leur donner à part du manga. Et après, ils reviennent. Jeunes adultes, ils reviennent. Oh, ouais, mais il y a un enjeu. Moi, je passe ma vie professionnelle dans les écoles là, en vadrouille. Puis, Voilà. c'est sûr que la littératie ici au Québec et dans certaines régions administratives en particulier, c'est un enjeu majeur parce que non seulement c'est l'appel de la tablette, de l'écran, mais c'est aussi, c'est d'abord à la maison. Euh, je veux dire, c'est générationnel. La lecture, c'est quelque chose, c'est un goût qui se développe dans l'intimité des familles. Et, euh, et là, tout à coup, on dit c'est le rôle de l'école. Oui, certes, mais pour Oui, s'intéresser à la littérature, il faut être complètement. Oui, mis oui. en contact avec elle. Moi, chez nous, mes filles ont grandi avec de la bande dessinée et des livres partout dans la maison, dans toutes les pièces. Euh, mais Oui, bah, bon, c'est... c'est un peu, moi aussi, c'est facile pour moi de parler de littérature parce que, mais il y avait des livres partout. Mes parents avaient des bibliothèques, ils traînaient des livres. En fait, j'ai appris à évoluer en lecture parce que j'allais prendre un bouquin dans leur bibliothèque et en me disant, tiens, c'est quoi ça? J'irai cracher sur vos tombes. Oh, tiens, je vais lire ça. Et mais oui, mais c'est Ouais, ça, c'est la ben oui. découverte. Tu sais, Ben oui. on essaye toujours. Moi, ce que je trouve dommage là, tiens, tu vois, tu me touches à un sujet, c'est de catégoriser toujours la lecture. Ah, quand je faisais les salons du livre à l'époque où je m'occupais du stand de 10 médias, il y avait des gens qui arrivaient et qui me disaient, est-ce que c'est pour quel âge les nombrils? C'est pour quel âge t'as l'affaire? Bah déjà, c'est pas une histoire de c'est pour quel âge. Feuillette-le, puis tu vas déjà savoir par rapport à ton enfant, parce qu'un enfant de 11 ans chez toi, un enfant de 11 ans dans une autre famille, un enfant de 11 ans ailleurs, ne lit pas automatiquement la même chose. Moi, une fois, j'ai Ben eu non. un enfant de 12 ans qui lisait encore les big books de chez Boomerang. Mhm. Et je dis, parce que j'aime beaucoup quand je suis en dédicace, là, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Montre-moi un petit peu ce que tu as pris pour voir un petit peu ce qu'ils lisent. Puis là, il avait que des big books. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Mais moi, à 12 ans, là, enfin, je pousse un peu. À 13 ans et demi, j'ai commencé Dune. Fait que c'est pas que c'est pas un rapport d'intellect, de ceci ou cela, c'est juste dans quel milieu tu baignes. Donc effectivement, on m'a laissé à portée de pouvoir lire des choses. La bande dessinée ben, m'a aidé à apprendre à lire. Et puis ensuite, je suis passé aux romans, puis les romans, c'était la bibliothèque verte, puis après, bah, d'un seul coup, il y a un âge, tu commences à faire la transition. Tiens, j'aime bien la science-fiction. Je suis passé dans les collections J'ai lu. J'ai fait ça, collection J'ai lu, mon premier J'ai lu de science-fiction. Ouais, je pense que je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. Là maintenant, j'ai l'impression que de catégoriser les âges, et puis il y a de
plus en plus de bouquins dits livres pour ados. Alors, Oui, oui. En tout cas, moi, je trouve que c'est un concept qui est pas ah tiens, viable parce que, celui-là, il est entre 11 et 13. ben oui, mais c'est Ah ça. ouais, mais non, si t'as envie de lire. Ah bah tiens, exemple. Je me souviens, j'étais en Martinique. Donc, à l'époque où je vivais en Martinique, je devais avoir 12 ans. J'étais allé à la bibliothèque. Je lisais les Six Compagnons. Moi, j'aimais beaucoup les Six Compagnons à la Bibliothèque Verte, dans la collection. J'avais découvert d'autres choses. Et là, je vois Les Dents de la Mer en novélisation. Hmm. Bah, je l'ai pris, je l'ai lu, un énorme pavé, puis je l'ai lu. Mais c'est moi, ça venait de moi. C'était ça qui était le fun. J'allais à la découverte d'autres choses et j'étais en train de passer donc de mes lectures de jeunesse à des lectures un peu plus adultes. Et puis après, ben oui, c'est sûr que tu passes l'âge, puis tu changes ton truc de lecture. Tandis que là, c'est quasiment. Alors, vous avez ici le rayon 11-12, ici le rayon 12-13. Là, vous avez. Hey, je trouve ça un petit peu catégorisé. Et je sais pas si c'est le meilleur moyen pour aider justement à renforcer la volonté de lecture. Chez certains, oui, parce qu'ils savent exactement, mais j'ai l'impression que c'est plus les parents qui vont dire, bon, bah, ça, c'est du 11-13, donc tiens, tu peux lire ça. Non, non, si le gamin, il a envie de lire autre chose, il va lire autre chose. De toute façon, tu as dû le voir avec tes filles, finalement. Oh, ben oui, tout à fait. Et moi, ce que je me plais à dire, c'est que quand une lecture est bonne, ben, c'est un peu pour tout le monde. Après, c'est une question de sensibilité, d'inclinaison, d'intérêt. Complètement. Mais je veux dire, pour moi, Léo Et encore plus, non. Major, par exemple, à titre d'exemple, Léo Major, c'est un livre que moi, je mettrais entre les mains d'un adolescent et jusqu'à 77 ans, là, pour Ben, reprendre la fameuse formule éculée là, des 7 à 77 ans. Mais c'est ça, Léo Major, on ne peut pas prétendre que ça ne peut pas intéresser un adolescent, une adolescente ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un récit universel, fichtrement bien construit, qui s'adresse au lectorat avec curiosité, intelligence, sensibilité. Et donc, euh, et même si en filigrane, c'est le sujet de la guerre, c'est d'abord un récit de construction. C'est comment un homme finit par se construire face à l'adversité, face aux difficultés. C'est un récit initiatique, Léo Major, en quelque part. oui, quelque part, oui, tout à fait. Et c'est pour ça il est complètement accessible aux ados. Après, c'est vraiment, faut le ramener. C'est là qu'est le plus délicat. Et c'est pas moi qui va pouvoir faire ça. Ben, à tout le moins, Fred, t'as fait un sacré bon boulot au niveau de la scénarisation. Arrête, Non, mais Jean-Dominique. c'est vrai, mais il faut le dire parce qu'encore, c'est ça. On aurait pu tomber dans les pièges que les écueils de ce genre-là, d'axer le récit sur le spectaculaire, sur l'héroïsme. Et dans le fond, on réfléchit en lisant Léo Major à la définition de ce que c'est l'héroïsme. Et si l'héroïsme, c'était d'abord de faire ce que doit, de faire son travail, de faire dans la vie ce qu'on considère qui est juste. Euh, et si plus de gens dans le monde se préoccupaient de cette question-là, peut-être que le monde se porterait un peu mieux. C'est ce Et, que je pense aussi. Tout à fait. et c'est pour ça que moi, je considère que cette figure historique-là, que ce récit-là s'inscrit dans une modernité, dans le présent. Lire Léo Major, c'est découvrir le parcours atypique d'un aïeul, mais c'est aussi de trouver un écho dans le monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui et de savoir que des hommes et des femmes se sont battus à cette époque-là pour la liberté et de voir où on en est aujourd'hui en 2026 avec notre propre rapport à la liberté. Il y a quand même des leçons à tirer. Je trouve que Léo Major, je trouve que c'est un matériel qui pourrait très, très bien, c'est un matériau qui pourrait très, très bien se retrouver en classe. Ben, je pense que de toute façon, oui, en classe, je pense aussi que il peut donner justement prétexte à des discussions, autant des discussions sur l'époque que des discussions sur maintenant.
aussi au niveau psychologique, aussi sur plein de choses, sur du relationnel aussi. Ben, on évoque un petit peu le relationnel parental. Je veux dire, ce bouquin-là, je pense, tu sais, si on fait des fiches auteurs comme on a, comme ils font, il y a plein de choses, quoi, là, au niveau des questions, au niveau des sujets, il y a plein de choses qui peuvent être traitées. C'est ça qui est magique. De toute façon, Léo Major, moi, quand j'ai pris ce truc-là, ce qui me plaisait aussi, c'est ce travail de mémoire. Euh, euh, Comme je te dis, j'ai étudié ça à l'époque à l'école. Et puis, je me rends compte que maintenant, on l'oublie de plus en plus. Qu'est-ce qui permet de survivre? C'est que de temps en temps, tu as un film sur la Seconde Guerre mondiale qui va sortir. Là, les gens y vont et ok, c'est ça. Et on en apprend. Je ne parle pas de ceux de mon âge, là, mais plus jeunes. Et Léo Major, oui, alors c'est doublement un travail de mémoire, un sur la guerre, mais aussi sur le Québec lui-même. Sur le Québec humain. C'est super important de savoir qu'il y a eu une guerre à l'autre bout de la planète, qu'ils sont partis, que le Canada et le Québec ont participé à ce genre de choses. En même temps, de mettre en relief le contexte de l'époque. Après, tu vois, si jamais on fait un deuxième tome sur la guerre de Corée, c'est ça aussi qu'il va falloir mettre en avant aussi. Il est parti dans une guerre qui était encore plus loin. Et dans laquelle, est-ce qu'ils avaient vrai à être là? Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils sont partis en Corée? Donc, il y a encore plein de motifs. Et je pense que oui, et sincèrement, basiquement, c'est un travail de mémoire. Et de toute façon, les exploits de Léo Major, oui, c'est ceux qui sont plus faciles à traiter parce qu'on en parle maintenant, mais il y a plein d'autres personnages, plein d'autres je dis personnages, mais parce que je dis toujours ça en bande dessinée, mais plein d'autres personnes lambda qui sont parties et qui ont un certain parcours, qui ont des choses à raconter, et dont on peut tirer des leçons. Moi, je vois par exemple, je suis sur le Facebook du musée du régiment de la Chaudière et ils mettent des photos avec des gars et ils expliquent ce que les gars ont fait. J'en apprends encore tous les jours. Puis je veux dire, c'est fou. Il y a encore plein de choses au niveau de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'a pas parlé, dont on ne parle pas au Québec. Et c'est super intéressant parce que, comme tu le dis aussi, ça rejoint quelque chose d'important vis-à-vis du contexte, de notre contexte contemporain. Il y a comme tu dis, il y a des leçons à tirer, c'est très important. Donc, Léo Major s'inscrit vraiment là-dedans. C'était quelque part aussi en le faisant, c'était ma volonté de porter un piste du travail de mémoire. Il existe déjà une biographie. Un jour, il va sûrement y avoir un film. On se demande d'abord ce que ça donnera. Ouais. Oui, on a un petit peu peur là-dessus. Ouais. Il y a des sites web qui en parlent, etc. Bon, on ne l'avait pas encore réellement dans le médium de la bande dessinée, mais j'espère que ça va permettre à des gens de découvrir ce personnage et puis ce contexte historique. En tout cas, c'est une importante pièce à l'édifice que tu proposes. C'est un admirable travail de mémoire et encore une fois, félicitations, Frédéric-Antoine. Et je te salue en direct du futur dans ton Japon. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Et on te souhaite bonne nuit, alors que ici la journée débute à peine. Et donc, alors, bon vent, Fred, vraiment pour la suite des choses. Merci beaucoup. Il y a d'autres choses qui vont s'en venir et puis on est assez occupés. Tout va bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à ton balado. C'était super sympa. Alors maintenant, t'es libéré. Tu peux aller dormir, Fred. Oh, ça va. Je vais prendre encore quelques minutes pour me remettre de tous tes compliments. Frédéric-Antoine, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi, Jean-Dominique. Bye-bye. Pour suivre Frédéric-Antoine, rendez-vous au facebook.com/frédéric.antoine.9. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.